Hola amigos, vous avez certainement entendu parler de Jeffrey Dahmer, ce tueur en série, cannibale, violeur et d'autres choses. La série Netflix qui lui a été consacrée a eu un énorme succès. Mais ce n'était en réalité que la saison 1 d'une série appelée Monstre. Il se trouve que la saison 2 vient de sortir et qu'elle parle des frères Menendez. Deux frères qui ont assassiné leur famille dans une affaire qui fait froid dans le dos. Intéressons-nous ensemble à l'histoire sombre de cette famille et essayons de comprendre les raisons d'un tel acte. On y va. Avant de commencer, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne et on vous remercie. Continuez à vous abonner et à liker, ça nous aide beaucoup. D'abord, on va présenter les parents. Faisons les choses dans l'ordre. Le père José Enrique Menendez, né le 6 mai 1944 à La Havane, à Cuba, quitte son pays à l'âge de 16 ans pour aller aux États-Unis et y rencontre la mère, Marie-Louise Andersen, surnommée Kitty. Les deux se marient en 1963 et déménagent à New York. Le premier fils, Joseph Lyle, est né le 10 janvier 1968 et le deuxième, Eric Galen, est né le 27 novembre 1970. La famille vit à Openwell Township dans le New Jersey, une petite ville de même pas 20 000 habitants. Jusque-là, rien d'incroyable, une petite vie de famille ordinaire. C'est en 1976 que Diane von der Molen, la cousine de Lyle et Eric, emménage avec eux. Elle partagera sa chambre avec Lyle, qui va se confier et lui parler un peu de ce qui se passait au sein de cette famille. Lyle lui a avoué que son père les avait abusés sexuellement pendant leur enfance, de leurs 4 à 8 ans. Diane en parle à Kitty, la mère, qui défend son époux et nie tout abus sexuel. Elle change Lyle de chambre et tout rentre dans l'ordre. Après tout, ce n'était peut-être qu'une histoire pour faire son intéressant. On y reviendra plus tard. En attendant, tout fonctionne pour José, le père. La réussite est au rendez-vous. Il devient PDG de Hearst Global Holding, une compagnie de location de voitures, puis de RCA Records, un important label musical. C'est la richesse, l'opulence et d'autres mots qu'on ne connaîtra jamais. La famille déménage à Beverly Hills, c'est le rêve américain. Eric va fréquenter le lycée de Beverly Hills, une école célèbre pour avoir abrité des puits de pétrole. On peut dire aussi que Jamie Lee Curtis, Angelina Jolie ou Nicolas Cage ont fréquenté cet établissement. Entre autres, il y a eux aussi. Les notes d'Eric sont moyennes, mais il excelle en tennis et se classe dans le top 45 des meilleurs espoirs du pays. Lyle, de son côté, est dans l'université de Princeton, 4e université la plus ancienne de l'histoire de l'Amérique, qui a formé 75 prix Nobel et 2 présidents, James Madison et Woodrow Wilson. C'est la classe. Mais Lyle, lui, il écoute pas beaucoup en classe. Ses notes sont médiocres et il est même suspendu pour plagiat. Bref, on est un peu comme dans une série américaine, avec une petite vie tranquille, la réussite sociale, les tracas avec les enfants. Sauf que cette histoire va devenir une série Netflix qui s'appelle Monstre. Donc, les choses vont se compliquer. Le 20 août 1989, au soir, José et Kitty sont en train de regarder la télévision dans leur manoir de Beverly Hills. Lyle et Eric rentrent dans la pièce avec des fusils de chasse et leur tirent dessus à plusieurs reprises. José est touché par 6 balles, dont une à l'arrière de la tête qui sera mortelle, et Kitty recevra 10 balles. Avant de mourir, elle rampe pour s'échapper, mais Lyle court vers la voiture, recharge et revient lui tirer dessus en plein visage. Après leur carnage, les deux frères restent à la maison et attendent l'intervention de la police. Il faut dire qu'une vingtaine de coups de feu, ça fait du bruit. Lorsque la police arrive, les frères Menendez n'avouent pas du tout leur crime. Je pensais, mais non, ils prétendent avoir été au cinéma pour voir Batman et d'avoir ensuite assisté à un festival. Et ça va fonctionner, pour le moment du moins. Les deux frères vont dépenser sans compter. Lyle va acheter le Spring Street Café, un restaurant d'ailes de poulet à Buffalo, une Rolex et une Porsche Carrera. Eric, lui, a décidé d'embaucher un entraîneur personnel de tennis et de voyager à travers le monde pour des tournois. Lorsque l'enquête débute, la police cherche des suspects qui auraient pu en vouloir à José et Kitty. L'une de ces pistes potentielles mène à la mafia. Mais rapidement, les dépenses exorbitantes des frères Menendez fait apparaître un possible mobile financier. La police va prendre contact avec Greg Signarelli, un ami d'Eric, qui portera un micro lors d'un déjeuner avec lui.
Il lui pose la question « Est-ce que vous avez tué vos parents ?» Mais Eric ne se laisse pas avoir et nie la chose. Mais Eric en parle à son psychologue. Il lui avoue tout. Ce qui n'est pas grave puisqu'il y a le secret professionnel. Même si la conversation est enregistrée, ça ne risque rien. Sauf que ce psychologue en parle à sa maîtresse. Qu'il quitte cette maîtresse et que par colère, elle en parle à la police en leur donnant l'enregistrement. Les deux frères sont arrêtés le 8 mars 1990 et détenus sans caution et séparément. Et comme souvent dans les procès de cette importance, faut pas être pressé. Et pour cause, la première chose à statuer, avant même de parler de l'acte des frères en lui-même, c'est la recevabilité de la preuve. En août 1990, le juge James Olbrecht statue que l'enregistrement est valable et peut être reçu comme une preuve. Il lui appelle et il faudra 2 ans pour que la Cour suprême de Californie décide que la preuve est valable. Le procès va pouvoir commencer, Eric et Lyle Menendez sont accusés du meurtre de leurs parents. Le procès Menendez commence en 1993 et il sera ultra médiatisé dans le monde entier. La défense des frères est assurée par l'avocate Leslie Abramson et elle est simple. Le père leur a infligé des abus sexuels durant toute leur enfance, en plus d'autres actes de violence. Il est décrit comme un être cruel et pédophile. La mère, quant à elle, est présentée comme une alcoolique et une toxicomane, qui a toujours encouragé le comportement de son mari et que parfois elle a également été violente envers ses fils. 2 témoins viennent appuyer leur dire, leur cousin Andy Cano et leur cousine Diane Vandermolen, dont on a déjà parlé. L'une des rares preuves matérielles est une photo des parties génitales d'Eric et Lyle qui auraient été prises par leur père lorsqu'ils étaient enfants, ce qui n'est clairement pas normal. Du côté de l'accusation, on pense, on affirme que le crime a été commis pour des motifs financiers et qu'il n'y a jamais eu d'abus sexuels, que c'était une excuse pour être innocenté. La procureure, Pam Bozanich, aura tout de même une phrase un peu bizarre, puisqu'elle dira que les hommes ne pouvaient pas être violés car ils ne disposent pas du matériel nécessaire. J'ai pas compris. Eric va témoigner que lui et son frère, quelques jours avant les meurtres, auraient confronté leurs parents sur les abus sexuels. Leur père les aurait alors menacés de les tuer. Les frères ont eu peur et auraient pris les devants. Le procès va se terminer avec 2 jurys à égalité. Donc, on recommence et un deuxième procès a lieu. Celui-ci sera moins médiatisé car le juge Stanley Westberg n'autorise pas la présence de caméras sur les lieux. Lyle et Eric Menendez sont finalement reconnus coupables de meurtre et de complot de meurtre, et sont donc condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les frères n'avaient pas de casier judiciaire ni d'antécédents de violence, ce qui leur a évité la peine de mort. Le jury a rejeté le mobile du meurtre par la peur, la version de la défense, et a reconnu celui de l'héritage. Les frères Menendez ont tenté de faire annuler le procès, en estimant que la mauvaise conduite et l'inefficacité de leur avocate leur avaient été préjudiciables. Ils n'ont pas eu gain de cause, et le 2 juillet 1996, la peine est confirmée. Lors de leur détention, les frères sont séparés dans des prisons différentes. Comme ils sont considérés comme des détenus à sécurité maximale, ils sont également séparés du reste des prisonniers. C'est en 2018 que Lyle et Eric seront réunis dans le même établissement, la prison correctionnelle Richard Donovan à San Diego. Le 4 avril 2018, les 2 frères sont réunis dans la même unité, se revoyant pour la première fois depuis 22 ans. Ils fondent en larmes et se serrent dans leurs bras. Ce serait presque émouvant si on nommait le fait qu'ils aient mitraillé leurs parents. Cette unité était réservée aux détenus qui souhaitaient participer à des programmes d'éducation et de réhabilitation. Les 2 frères vont aussi se marier en prison. Lyle se marie une première fois en 1996 et une deuxième fois en 2003 avec Rebecca Sneed. Eric, quant à lui, se marie en 1999 avec Tammy Russ Saccoman. Toujours étrange de voir des criminels, des tueurs, se marier. C'est peut-être que moi, mais je trouve ça bizarre. Ce fait divers a beaucoup marqué les Américains. Surtout qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas sûr de la vérité. Les 2 frères ont tué leurs parents. C'est une certitude. Et si c'est pour l'argent, c'est ignoble. Mais si c'est pour se venger de plusieurs années d'abus sexuels, ça reste toujours interdit et condamnable, mais c'est pas pareil. D'ailleurs, en mai 2023, les frères Menendez déposent une nouvelle requête.
Il se trouve que Roy Rossello, un chanteur de pop portoricaine, membre du boys band Menudo, a travaillé quelques années avec José Menendez, quand celui-ci était dans le monde de la musique. Dans un documentaire télévisé, Rossello va déclarer que lors d'une visite au domicile des Menendez, il aurait été drogué et violé par José. Une sombre histoire de famille. Je n'ai pas encore regardé la série Netflix, ce sera fait prochainement. Dites-nous en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Et dites-nous aussi si vous voulez qu'on vous parle d'autres sujets comme celui-ci. Sinon, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine!